J'aimerais donner la parole cette fois-ci à notre ami Yanis Mahil pour qu'il présente son analyse de la situation en France. Merci. Bonsoir à tous. Donc brièvement, comme le temps est compté, je vais essayer de présenter un peu la situation en France, mais pas sous l'angle nécessairement des faits, mais plus de la réflexion, de réfléchir à cette situation et de l'élargir à un niveau beaucoup plus large, européen, et même une réflexion plus globale sur la question de l'islamophobie. Tout d'abord, il est important de rappeler dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie que depuis un certain nombre d'années, différents organismes font un travail très sérieux et très scientifique de quantification du phénomène à travers des rapports, à travers des études scientifiques. Et donc on a eu, par exemple dans le cas de la France, des travaux d'organismes spécialisés comme le CCIF, mais aussi d'organismes généraux, mais qui se sont intéressés à la question de l'islamophobie, comme la Amnesty International ou comme la Commission consultative des droits de l'homme, et qui non seulement utilisent le terme d'islamophobie et le valident pour désigner le phénomène de racisme anti-musulman, mais alertent les autorités publiques et la société en général de la gravité des conséquences de l'islamophobie pour l'avenir de la société française. Et on a aussi au niveau européen un travail qui est fait, par exemple par ORIV, un travail de grande qualité, par l'ONG Femiso, qui a produit aussi un rapport sur la question de l'impact chez les jeunes musulmans européens de la montée du discours anti-musulman et de l'extrême droite. Et d'autres organismes, on a eu des choses qui ont été faites au niveau du commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a un travail qui est fait au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et quand on parle d'islamophobie, c'est important de regarder les spécificités nationales, mais de regarder aussi le cas européen, international, parce que c'est une question aussi globale qui se pose dans de nombreux pays. Donc tout d'abord, rapidement, dans le cas de la France, ça fait depuis des années maintenant qu'on a sans cesse polémique sur polémique. C'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle, moi, une hypertrophisation du fait musulman. C'est-à-dire, par exemple, on a un fait divers problématique qui se passe, et plutôt que de rester dans la rubrique du fait divers, comme ça concerne des musulmans, ça deviendra automatiquement une polémique nationale, dans laquelle les partis politiques, les médias, les journalistes vont ajouter de l'huile sur le feu et créer de la tension par ce type de phénomène. Alors que tous les jours, il y a des faits divers problématiques de tous les ordres et venant de entre guillemets, toutes les communautés. Et ça, c'est un des phénomènes problématiques. L'autre élément, c'est que non seulement on a une montée de l'islamophobie qui existe au niveau de la société, mais elle existe aussi, et elle est entretenue et renforcée par certains discours politiques, et qui malheureusement ne sont pas du tout le monopole de l'extrême droite, mais qu'on retrouve à gauche, à droite, et qui ne sont pas forcément des discours islamophobes au sens pénal du terme, mais qui, par leur caractère stigmatisant, renforcent les préjugés anti-musulmans dans la société et l'hostilité aux musulmans. Et on le voit par exemple que ce soit sous le précédent gouvernement, quand Nicolas Sarkozy était président, ou actuellement avec le gouvernement socialiste, chaque fois qu'on lance une polémique, que ce soit liée, je sais pas, à la viande halal, aux mosquées, au voile, on se rend compte que sur la base des enquêtes effectuées par un certain nombre d'organisations, on se rend compte que ça renforce l'hostilité à l'égard des musulmans et l'islamophobie au sein de la société. Donc il y a une corrélation, un lien de causalité entre le discours politique médiatique, politico-médiatique, et l'islamophobie dans la société. Bon, concernant les courants qui diffuseraient l'islamophobie en France, ils sont assez divers. On a bien sûr la droite identitaire ou l'extrême droite, qui constamment perçoivent et présentent l'islam comme un danger pour l'identité du pays, un danger pour les racines du pays. Et donc il y a l'idée de présenter l'islam et la présence musulmane comme exogène et potentiellement dangereuse à ce niveau-là. On a autre chose en France, et ça c'est une chose qui existe moins peut-être dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis, c'est que des partis qui se présentent comme progressistes, partis de gauche, bien sûr, il ne s'agit pas de l'ensemble des membres de ces partis et l'ensemble de ces leaders, mais c'est des tendances qui existent dans tous ces partis-là. Il y a aussi la tendance opposée qui existe
qui dénoncent l'islamophobie, bien sûr. Et donc on trouve dans ces partis-là un discours islamophobe ou stigmatisant, mais qui aura un autre argumentaire, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser, par exemple, la laïcité. La laïcité en France est très utilisée et falsifiée, instrumentalisée pour stigmatiser les musulmans. Et donc là, nous, on fait constamment un travail de rappel pour dire que la manière dont ils utilisent la laïcité ne correspond pas à ce qu'est la laïcité en tant que telle. Car la laïcité française, je précise, est, comme l'expliquait le philosophe Paul Ricoeur, dans un premier temps un agnosticisme institutionnel ou étatique. C'est-à-dire que l'État est neutre en matière de religion. Mais qu'est-ce que ça veut dire neutre ? Ça ne veut pas dire qu'il nie la présence des religions, mais qu'il accepte l'ensemble des religions et qu'il a un regard égalitaire sur l'ensemble des croyances et des religions. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Constitution en disant que la République respecte toutes les croyances. C'est ce que dit la Constitution française. Un autre élément, c'est que la neutralité, elle concerne l'État, mais elle ne concerne pas les citoyens. Au contraire, le principe pour les citoyens, c'est la liberté de conscience. Et c'est la liberté de conscience aussi dans la possibilité d'exprimer ses convictions religieuses dans la sphère publique. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la possibilité d'exprimer ses convictions religieuses en public comme en privé, de manière individuelle comme de manière collective. Et donc il est important de rappeler ça à un certain nombre d'acteurs politiques français, même qui aujourd'hui sont au gouvernement, qui confondent les ordres, qui travestissent le sens réel de la laïcité et au bout du compte participent à la stigmatisation et à l'atteinte aux droits des musulmans vivant en France. L'autre élément, c'est que cette islamophobie médiatique, au niveau du discours politique, elle a un impact sur la société, c'est-à-dire qu'elle crée des fausses croyances. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une étude qui avait été faite par un institut de sondage anglais, où on a interrogé les différents pays européens, notamment en France, sur, selon vous, combien y a-t-il de musulmans ? Quel est le pourcentage de musulmans en France ? Et la réponse a été de dire 22%. Or, la réalité, c'est que, selon les chiffres les plus corrects, il y aurait 8% de musulmans en France. Et donc, vous vous rendez compte, la perception, c'est de dire qu'il y en a 2,5 fois plus. Donc, le décalage est énorme. On a eu la même chose au moment où on avait eu des débats sur les prières de rue en France. Quand on demandait aux gens combien de prières de rue il y a selon vous en France, ils parlaient de centaines, de plusieurs centaines, alors que la réalité, c'était entre 10 et 15. Et donc ce décalage entre la perception et la réalité, elle est liée à cette surenchère islamophobe ou cette surenchère sur la question des musulmans dans les débats publics. C'est une réelle, selon les termes d'un conseiller d'État en France, c'est une réelle pollution des débats publics. Et donc il faut vraiment prendre ça en considération parce qu'on peut pas se cacher simplement derrière des grands principes pour laisser se diffuser ce type d'attitude parce qu'elles ont des conséquences sociales dévastatrices pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'autre élément concernant la lutte contre l'islamophobie, pour moi il y a 3 niveaux de lutte. Le premier, il est légal. C'est-à-dire qu'on a des gens en France, en Europe, qui tiennent des discours racistes, contraires à la loi, et donc il doit y avoir un combat judiciaire pour que ces gens soient condamnés. Et on a, dans plusieurs pays européens, des cas où des gens ont été condamnés parce qu'ils ont outrepassé ce que la loi permet. Il y a un autre élément, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est qu'il y a des discours qui ne sont pas islamophobes ou racistes au sens pénal du terme. Ils ne sont pas condamnables, ils relèvent de la liberté d'expression, mais ils participent malgré tout du renforcement des préjugés anti-musulmans dans la société. Et donc la solution face à ça, ce n'est pas un combat judiciaire, mais c'est une régulation sociale. C'est-à-dire comme beaucoup de cas, par exemple, des fois sur tout un tas de sujets sociétaux, quand un homme politique dit une énormité, l'ensemble des partis, au niveau des médias, etc., il y aura des réactions pour condamner, même si son propos relève de la liberté d'expression. Mais il faudrait que ça soit de la même chose et que ça soit beaucoup plus le cas, de manière beaucoup plus ferme, quand il y a des propos qui portent atteinte à la dignité, à l'honneur des musulmans et qui participent au renforcement des préjugés, il faut qu'il y ait plus de réactions dans la société, dans les médias, chez les politiques, pour condamner ceci et qu'il y ait une forme de régulation sociale. Le troisième niveau, et ça c'est notamment la responsabilité en partie des associations, des organisations musulmanes ou qui travaillent sur les questions de l'islamophobie, des citoyens de base, du commun des citoyens. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on entend dans les médias, avec ce qui se passe avec le terrorisme, beaucoup de gens
qui ne sont pas forcément des gens mal intentionnés, sont victimes de préjugés. Et donc il faut essayer de faire un travail de pédagogie, un travail de dialogue, et rester dans cette optique de dialogue social et citoyen pour tenter d'apaiser les choses, avoir un discours d'apaisement. Pour entrer dans le vif du sujet, parce que une des problématiques dans la thématique, c'est l'idée de la question de la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre le terrorisme. Et donc là, il y a une erreur qui est faite souvent, et c'est le cas dans mon pays, en France, c'est que on pense que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on obtiendra des résultats en ayant une politique de fermeté, une politique qui parfois s'exonère des droits humains et des libertés fondamentales et de l'état de droit, et une politique même qui peut aller jusqu'à discriminer les gens en raison de leur appartenance religieuse. Or, c'est une erreur totale. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu dans le cadre de l'état d'urgence en France, c'est-à-dire il y a des gens complètement innocents, qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme, qui ont subi des perquisitions policières agressives à leur domicile, qui ont été humiliés devant leur famille. On a eu des cas de gens qui étaient assignés à résidence, c'est-à-dire qu'en fait, on vous casse votre vie sociale. Et ceci, bien plus que lutter contre le terrorisme, va participer du renforcement de la radicalisation. Pourquoi ? Dans tous les cas, dans le monde entier, et notamment dans les dictatures qui existent par exemple dans le monde arabe, on voit qu'à chaque fois que des acteurs sociaux, des militants pacifistes, légalistes, ont été réprimés sous prétexte de lutte contre le terrorisme, ça a renforcé les foyers de la violence et du terrorisme. Donc, en luttant contre l'islamophobie, on participe de la lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Parce que dans la rhétorique des extrémistes musulmans, de Daesh et compagnie, ils utilisent la souffrance ou la discrimination ou le ressentiment qui existe chez des musulmans du commun pour tenter de les séduire et de les attirer dans leur rang. Ils utilisent ce vécu de l'islamophobie, cette expérience de l'islamophobie. Et donc en luttant contre l'islamophobie, on leur coupe, comme on dit comme dit l'expression française, on leur coupe l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que c'est un des éléments centraux de leur propagande. Si on le prend en charge de manière sérieuse, on permettra de lutter. Alors c'est pas le seul élément, mais ça facilitera la lutte contre le terrorisme. L'autre élément, plutôt que de jeter la suspicion sur l'ensemble des militants, des acteurs sociaux de confession musulmane, qui parfois ont un discours critique sur la question des atteintes aux droits, sur la question des injustices, et aussi de stigmatiser et de discriminer les musulmans pratiquants, on devrait considérer ces gens-là comme des acteurs, des partenaires pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Les citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour marginaliser le discours extrémiste et pour faciliter la lutte contre le terrorisme dont les musulmans sont eux-mêmes victimes. Dans l'ensemble des attaques qu'il y a eu en France, il y a toujours eu des victimes de confession musulmane. Et d'ailleurs, ça m'attriste un peu de le rappeler. C'est-à-dire que pour montrer à quel point les musulmans sont partie intégrante de la nation et sont aussi eux-mêmes totalement solidaires à chaque fois que le pays est touché par une horreur terroriste, on est obligé de rappeler qu'il y a aussi des victimes du côté musulman pour, entre guillemets, montrer patte blanche. Et ça, c'est problématique. Normalement, il n'y a pas à soupçonner quelqu'un du fait de son appartenance religieuse. Et on a entendu un discours à un moment donné en France, lorsque certains sociologues et intellectuels essayaient de comprendre le phénomène du terrorisme, dans sa complexité, quelles sont ses causes profondes, etc. On a eu un haut responsable, je vais conclure, un haut responsable au niveau de l'État qui nous disait « le terrorisme, ça ne se comprend pas, ça se combat ». Alors bien sûr que ça se combat, mais justement pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme, il faut essayer de comprendre quels sont les profils, comment des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France ou en Belgique ou dans d'autres pays, ont pu basculer dans cette horreur. Comme disait le célèbre auteur français Victor Hugo, « Construisez des écoles, vous fermerez des prisons ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne justifiait pas les crimes ou les actes de délinquance, mais il comprenait que dans une société, il y a des mécanismes globaux complexes qui font que parfois des lacunes sur la question sociale ou de l'éducation pourront amener des gens à basculer vers une optique criminelle. Et là, dans la question qui nous intéresse, sur la question du terrorisme. Donc comme mon temps est fini, je vais juste terminer par deux éléments. Il faut éviter les confusions.
Il faut éviter de confondre ce qui relève de la religiosité, même une religiosité orthodoxe, avec ce qui relève de ce qu'on appelle le djihadisme ou de la violence terroriste. Et ça, c'est une chose qui existe beaucoup dans les discours politiques et même dans certains dispositifs gouvernementaux dans la lutte contre le terrorisme. Et ces confusions créent un sentiment d'injustice chez les musulmans. Et pour terminer, un intellectuel d'origine russe rappelait qu'en fait, ce qui distingue les défenseurs de la liberté et du droit des terroristes, c'est justement l'attachement aux libertés fondamentales et à l'état de droit. Et si un certain nombre de pays européens, sous prétexte de lutte antiterrorisme, trahissent leurs valeurs, trahissent le principe d'état de droit, trahissent les valeurs fondamentales de l'Europe, les valeurs démocratiques et les libertés fondamentales, alors la bataille à long terme sera déjà perdue et ils auront gagné. Et donc, ce qui nous permettra à long terme de vaincre le terrorisme et l'extrémisme, c'est justement notre attachement à l'état de droit et notre promotion du vivre ensemble et la lutte contre l'islamophobie. Je vous remercie. Voilà, bonjour, vous m'entendez? Oui, donc je m'appelle Ajibel Ajaji, je suis du collectif contre l'islamophobie en Belgique et j'avais une question à poser. Est-ce que vous partagez l'idée que l'islamophobie a fait émerger des discriminations institutionnelles, c'est-à-dire des discriminations pour lesquelles c'est le pouvoir politique en place qui est l'auteur des infractions légales? Et je dis ça parce que généralement, le politique ou le législateur, c'est lui qui doit garantir les droits. Or, on voit ici que parfois c'est lui qui est silencieux sur des discriminations, voire même parfois à la manœuvre de ces discriminations. Et donc, je vous dis ça parce que dans mon pays, la Belgique, quand on catégorise les discriminations, on doit les catégoriser dans des champs. Et le champ politique, c'est un champ qui n'existait pas. Et l'islamophobie a permis de mettre en évidence ces discriminations dans la dimension politique. Merci. Eh bien, officiellement, en France, l'islamophobie n'existe pas. Le Premier ministre Manuel Valls peut déclarer de manière très solennelle et tranquille qu'on peut être antisémite, mais qu'on peut légitimement être islamophobe. Donc, dans ces conditions-là, l'institutionnalisation de l'islamophobie n'est pas avérée. Je ne vois pas ce qu'on peut rajouter de plus, à mon sens. Il y a un déni et une des plus hautes autorités de l'État invite les gens à être islamophobes. C'est comme s'ils étaient pour la droite ou pour la gauche. C'est comme s'ils supportaient le PSG ou l'OL, l'Olympique Lyonnais. Donc ils estiment que c'est un droit d'être islamophobe, alors qu'on n'a pas le droit d'être antisémite. Donc il y a 2 poids, 2 mesures que le Premier ministre présente lui-même, alors que le président de la République a dit vouloir lutter contre l'islamophobie après les attentats de Paris. Donc au niveau de l'exécutif français, entre le président et le Premier ministre, il y a une mésentente en matière de considération vis-à-vis de l'islamophobie. J'avais essayé de l'expliquer dans mon intervention précédente. Donc effectivement, il y a une islamophobie ou des discriminations qui relèvent du champ sociologique. Donc c'est des individus issus de la société qui vont avoir des comportements racistes ou islamophobes. Mais malheureusement, contrairement à l'exemple qu'a cité mon ami de Norvège sur le rôle modèle que parfois jouent les autorités en matière de lutte contre la discrimination, en France, malheureusement, il existe un racisme structurel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certains cas, les autorités, alors sous les différents organes existants, produisent des normes discriminatoires. Et je vais citer 2 exemples. Il y a la circulaire Châtel, du nom de Luc Châtel, qui interdit aux mamans portant un foulard, mamans musulmanes, d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. C'est une discrimination objective. L'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme l'ont dit. Et c'est donc une norme légale. On a eu la même chose récemment avec
les arrêtés anti-Burkini. On a des mairies qui interdisent à des musulmanes pratiquantes d'aller à la plage. Donc ça, c'était une première en France. Et non seulement on voyait très bien dans l'ordre des débats la connotation islamophobe de la chose, mais heureusement qu'il existe encore une justice en France et que le Conseil d'État a invalidé ces arrêtés municipaux en les déclarant non seulement illégaux, mais attentatoires aux libertés individuelles. Et le dernier élément à ce niveau-là, c'est qu'il faut rappeler qu'il existe des acteurs politiques, il existe des institutions qui sont vigilants sur la lutte contre le racisme, sur les discriminations, etc. Mais malheureusement, on a aussi des instances officielles, on a des discours, par exemple, normalement la lutte contre l'islamophobie, elle doit être soutenue par le pouvoir politique. Et on a eu des gens comme le Premier ministre actuel, Manuel Valls, qui non seulement refuse d'utiliser le terme, mais avait expliqué à un moment donné que la lutte contre l'islamophobie, c'est le cheval de Troie des salafistes. Donc c'est-à-dire qu'ils jettent le discrédit sur tous ceux, non seulement qui sont victimes d'islamophobie, alors qu'on a des chiffres sur les agressions, etc., et sur ceux qui luttent contre ce phénomène. Sur la question de la loi du 15 mars 2004 qui interdit, donc selon les termes de la loi, les signes religieux ostentatoires dans les établissements publics, scolaires publics, effectivement, il ne pouvait pas faire une loi qui visait simplement les signes religieux musulmans, parce que c'est impossible d'un point de vue législatif. Mais de fait, quand on suivait les débats, ça concernait que le voile islamique. Quand vous suiviez les débats politiques jusqu'au discours du chef de l'État à l'époque, ça concernait le voile islamique. Concernant cette loi, donc il y a eu beaucoup de débats, etc. Mais il faut savoir qu'elle a été considérée comme discriminatoire. Et de fait, elle est discriminatoire parce que des jeunes filles ont été déscolarisées à cause de cette loi. Et elles ont publié des livres, elles ont parlé, donc elles ont été recensées, on sait qui elles sont. Et selon un cas qui d'ailleurs ne concernait pas un musulman, mais concernait un sikh, qui se sont pourvoyés en justice au niveau du Comité des droits de l'homme de l'ONU, ils ont gagné, et au niveau de l'ONU, cette loi a été considérée comme discriminatoire. Donc le fait que la loi soit générale n'enlève rien au fait que quand on connaît le contexte français et la portée des débats et l'identité des victimes, on sait que ça concernait à 99% des musulmans ou des musulmanes. L'autre élément, c'est que en France, il existe de très nombreuses écoles catholiques, chrétiennes et juives, et de nombreux catholiques pratiquants ou juifs pratiquants sont scolarisés dans ces écoles. Or, il n'existe que très peu d'écoles musulmanes, et donc la question des signes religieux a moins posé problème pour les autres communautés dans la mesure où ceux qui sont pratiquants sont scolarisés dans ces établissements privés. Et l'autre point, c'était sur quoi il y a un autre point. Je pense que ça, après, c'est un débat au cas par cas. Je veux dire, on peut réfléchir théoriquement sur le sujet. Ensuite, de manière pratique, ça sera au cas par cas de voir de quel propos il s'agit, de quel discours il s'agit. Et on ne peut pas apporter une réponse précise sur des choses qui relèvent d'un sentiment et justement d'une peur irrationnelle et irraisonnée. Le propre même de l'idée de ce qui relève du ressenti et de l'émotionnel relève du cas par cas. Madame souhaite intervenir. The translator. Oh, sorry. Does this work? I just want to say that I was in Belgium in June. And in the United States, we don't like to use the word Islamophobia. We tend to use the word anti-Muslim hatred or anti-Muslim sentiment. But I was talking with somebody from an NGO who said it really is a phobia. And the example he gave me, which may help illuminate your question, was that people thought if they ate halal food, they would become Muslim. And that to me is irrational. Surely very extreme. Pour ajouter un seul exemple, parce que vous avez dit que c'était un exemple excessif, mais par exemple, nous, on a quand même la porte-parole du parti d'extrême droite français, le Front National, mais qui est comme un parti qui est autour de 30%, qui représente 30% du corps électoral, qui avait dit que dans le cadre, parce qu'on avait des Quick qui sont un peu l'équivalent français du McDonald's, qui avaient décidé de proposer de la viande halal. Et elle avait dit qu'il était interdit aux non-musulmans de toucher la viande halal, sinon elle ne serait plus halal. Et donc ça, aucun musulman n'a jamais ni dit ni pensé ceci, ça n'existe pas. Et donc ça relève non seulement du mensonge, mais d'un fantasme complètement irrationnel sur la question de la religion musulmane.
Merci à tous pour cet échange intéressant qui peut être la base d'un débat moins passionné. Mais je pense que pour cela, il faut d'abord que nos dirigeants et en premier lieu, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Valls, commence par accepter l'existence d'un phénomène que l'on peut qualifier d'islamophobie pour qu'on puisse enfin y apporter une réponse et une définition qui puisse correspondre à tous. Merci à tous et bonne soirée.